Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste animateur. Et bonjour, je suis la spécialiste des sciences invitée aujourd'hui pour cette exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans une découverte scientifique assez étonnante, tirée d'un article récent. Imaginez un peu 20 ans de recherche pour fabriquer des nanotubes métalliques supraconducteurs. Oui, Et la clé, elle est trouvée. Dans du sel de table. Du chlorure de sodium, tout bête. On va essayer de comprendre ça. tout à fait. C'est une équipe internationale qui a publié ça dans ACS Nano. Ils ont réussi pour la première fois à faire des nanotubes stables en disulfure de niobium. Et ce matériau, on sait qu'il a des propriétés supraconductrices intéressantes. Et oui, c'est bien le sel qui a permis ça. C'est assez inattendu comme approche. Alors, justement, avant d'en arriver au sel, rappelons peut-être ce que sont ces nanotubes. On en entend parler, ceux en carbone par exemple, depuis les années 90. Mais pourquoi c'était si compliqué d'en faire avec du métal? L'article dit que le métal, lui, il préfère rester à plat, en feuillet. C'est exactement ça. Les nanotubes, ce sont des cylindres minuscules, vraiment à l'échelle de l'atome. On sait bien les faire en carbone ou avec des isolants comme le nitrure de bore. Ils ont des propriétés géniales, très résistants, légers, bons conducteurs. Mais un métal, comme ce disulfure de niobium, le NBS2, le forcer à s'enrouler comme ça en tube parfait, c'était le grand défi technique. Sa tendance naturelle, c'est plutôt de s'étaler, de former des couches plates. D'accord. Et c'est là que le sel de cuisine débarque. Franchement, du sel, comment un truc aussi banal peut avoir cet effet au niveau atomique? Ça paraît fou. Oui, ça peut paraître un peu fou, mais en fait, c'est assez subtil. Le sel, il faut l'ajouter en toute petite quantité et vraiment au bon moment, pendant la réaction chimique. Et il agit un peu comme un perturbateur très contrôlé. Sa présence, les ions sodium et chlorure, ça modifie les forces à la surface du NBS2. Ça l'incite en quelque sorte à se replier sur lui-même parce que ça devient plus stable comme ça dans ces conditions précises. C'est pas venu tout seul, ça a demandé des années d'essais, de simulation. D'accord, donc le sel crée l'environnement propice. Mais le choix du matériau lui-même, le disulfure de niobium, il n'est pas fait au hasard non plus, j'imagine. Il a quoi de spécial? Là, un champion de la supraconductivité à basse température, vous savez, quand le courant passe sans aucune résistance. On l'utilise beaucoup dans les IRM, les grands accélérateurs de particules. Alors, quand on l'associe au soufre pour faire du NBS2, on obtient ce qu'on appelle un matériau 2D, comme un feuillet d'atomes. Et ça a un potentiel énorme pour l'électronique. L'équipe a d'ailleurs été maligne. Ils ont utilisé d'autres nanotubes déjà existants, en carbone ou nitrure de bore, un peu comme des moules miniatures pour guider la formation du tube de NBS2. Et le résultat est assez fascinant. Ils ont obtenu des nanotubes à double paroi, c'est-à-dire deux tubes de NBS2, l'un dans l'autre. Ah oui? Un peu comme des poupées russes, mais à l'échelle atomique, avec juste un petit espace entre les deux parois. Et cette structure double, ça donne une stabilité bien meilleure. Et ça ouvre aussi des possibilités intéressantes pour la circulation des électrons, peut-être même entre les parois. L'article insiste beaucoup sur un point, ces nanotubes seraient parfaitement lisses et uniformes. Pourquoi c'est si important cette perfection, surtout pour l'électronique quantique dont il parle? Ah oui, c'est fondamental à cette échelle. Le moindre défaut, la moindre rugosité au niveau atomique, ça agit comme un obstacle pour les électrons. Ça crée de la résistance, des pertes d'énergie, du bruit électronique. Pour l'électronique quantique, où on manipule des états très fragiles, très sensibles, cette régularité parfaite est indispensable. Ça assure une conduction électrique hyper stable, très propre. D'ailleurs, un chercheur de Penn State, cité dans l'article, le souligne bien. Comme ces nanotubes sont métalliques, ils pourraient enfin montrer des phénomènes comme la supraconductivité à cette échelle nanométrique ou des propriétés magnétiques spécifiques, des choses qu'on ne voit pas avec les nanotubes classiques non métalliques. C'est très prometteur pour le quantique, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut imaginer d'autres applications peut-être plus immédiates? Oui, bien sûr. On peut penser à des composantes pour l'électronique ultra rapide. Moins de résistance, ça veut dire moment de chaleur dégagé, des puces plus efficaces. On peut aussi imaginer des câbles supraconducteurs bien plus légers et plus faciles à fabriquer pour transporter l'électricité sans perte sur de longues distances. Et certains envisagent même qu'à terme, ça puisse remplacer certains composants en silicium dans nos appareils avec une consommation d'énergie bien plus faible. Donc oui, le potentiel est vaste.
Bien sûr, ça reste du potentiel pour l'instant. L'article mentionne qu'il y a encore des étapes avant de voir ça dans nos appareils, non? Passer du labo à l'usine, c'est souvent là que ça coince. Absolument. C'est l'étape actuelle. L'équipe de chercheurs qui vient des États-Unis, du Japon, de Corée, eh bien, elle se concentre maintenant sur l'étude détaillée de ces nouveaux nanotubes. Ils vont regarder comment ils réagissent aux champs magnétiques, aux très basses ou très hautes températures, vraiment comprendre à fond leurs propriétés physiques. C'est indispensable avant d'essayer de les intégrer dans des circuits réels et de réfléchir à comment on pourrait en produire beaucoup de façon fiable. Bon, si on essaye de résumer tout ça, une pincée de sel, un ingrédient de tous les jours, a permis de résoudre un casse-tête scientifique vieux de 20 ans. Et ça ouvre la porte au premier nanotube fait d'un métal supraconducteur, le disulfure de niobium, qui sont stables et parfaitement réguliers, avec des promesses importantes pour l'électronique, l'énergie et l'informatique quantique. C'est tout à fait ça. Et au-delà de l'avancée technique elle-même, je trouve que c'est une belle histoire scientifique. Ça montre comment, parfois, des solutions très élégantes à des problèmes complexes peuvent venir des choses les plus simples, les plus quotidiennes. Ici, littéralement, de notre cuisine. C'est une belle illustration de la sérendipité, de la surprise en recherche fondamentale. Et ça nous laisse avec une pensée intéressante. Combien d'autres matériaux un peu récalcitrants attendent juste leur grain de sel, au sens propre ou figuré, pour révéler des propriétés extraordinaires? Ça donne à réfléchir pour l'avenir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.